Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi, je suis directeur Brand Content de Values et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. Vous le savez, on est suivi, pisté, et ce grâce à un petit objet mal identifié et au nom pourtant fort gourmand, le cookie. Ce bout de code informatique permet au site internet et donc aux médias d'en savoir plus sur leurs visiteurs, leurs lecteurs, leurs viewers. Et soudain, Google a parlé et a indiqué son intention de supprimer nos cookies préférés, bien sûr Apple de confirmer ses positions et de lui emboîter le pas. Mais ces annonces sont-elles si graves que ça ? Quelles sont les conséquences pour le marché publicitaire ? Vous vous le demandez ? Eh bien, pour nous aider à y voir plus clair, j'accueille Emmanuel Brunet, CEO de Larian Technologies. Et Larian Technologies est une plateforme leader en France de l'attribution marketing et de l'analyse de la performance publicitaire. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérôme. Et bienvenue. Première question, on va commencer tranquillement. En fait, on parle souvent de cookies et l'utilisateur connaît finalement pas si bien ce terme. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement de quoi on parle quand on parle de cookies ? Yes, alors, d'un point de vue purement technique, un cookie, c'est en fait un petit fichier qui se trouve sur le disque dur d'un ordinateur et dans lequel un serveur, quel qu'il soit, va stocker des informations auxquelles il va pouvoir accéder quand l'internaute se connecte au serveur. Donc souvent, on résume le cookie à l'industrie publicitaire. En fait, il y a énormément de technologies différentes sur Internet qui utilisent les cookies. Ça peut être le cas, par exemple, de la gestion d'un panier, du processus d'achat sur un site e-commerce ou de la personnalisation dans un CMS. Donc, le fichier, en fait, ça permet juste de stocker des informations sur l'internaute ou sur la machine. Et dans beaucoup de cas, de plus en plus, on va stocker juste un identifiant qui va permettre, en fait, de faire le lien entre la machine et des informations qu'on peut stocker en base de données sur le comportement de cette machine en question. Voilà, d'un point de vue purement technique. D'accord, tu as parlé juste de CMS, tu peux nous dire exactement de quoi il s'agit ? Un système de gestion de contenu sur n'importe quel site éditeur. D'accord, très bien. On connaît d'ailleurs souvent, on associe en fait assez souvent le mot cookie avec effacer vos cookies, effacer mes cookies sur les ordinateurs de chacun. Est-ce que ça veut dire du coup qu'on perd toute la personnalisation ? Parce que il s'agit quand même de ça. C'est-à-dire grâce aux cookies, d'une certaine manière, on a une navigation qui est plus personnelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités techniques. Globalement, quand tu effaces ton cookie, tu effaces en fait le lien, pour la faire courte, entre ta machine et le serveur qui t'avait écrit le cookie. Donc, on va dire que dans une bonne partie des cas, tu vas repartir de zéro et réapparaître comme quelqu'un de nouveau et, entre guillemets, vierge. Alors c'est un peu, on a beaucoup entendu parler des normes RGPD et d'ailleurs on vous en parlera dans un podcast. Et certains navigateurs, donc je le disais en introduction, comme Chrome, ont annoncé vouloir bloquer le suivi, donc ce qu'on appelle le tracking en publicité. Et d'ailleurs Apple a fait ça déjà depuis un certain temps sur ses navigateurs. Est-ce que finalement c'est la fin de la promesse du tout traçable et tout analysable sur Internet, qui faisait finalement une de ses forces ? Est-ce que finalement, c'est la fin de la pub digitale telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Alors, pour te répondre, il va falloir déjà qu'on revienne un petit peu sur ce qui est annoncé, dans le sens où, comme toujours avec les Américains, c'est le super effet d'annonce, mais il faut regarder dans le détail. Je vais revenir quelques minutes sur le sujet de qu'est-ce qu'un cookie, parce que je vous ai dit que c'était donc un petit fichier texte, mais après, ce cookie et donc ce fichier texte peut avoir des interactions avec le serveur qui l'a placé dans différents types de contextes. Tu as dû déjà entendre parler de cookies première partie et de cookies tiers, third party cookies, first party cookies. C'est une notion qui est extrêmement importante parce que tous ces cookies, en fait, tous les cookies naissent libres et égaux, mais il y en a qui vont être lus plus souvent dans un contexte tiers. Par exemple, je visite un site média, je vois une publicité, le serveur qui me livre la publicité n'est pas le même et n'impère pas sur le même nom de domaine que celui qui me diffuse le contenu du média. Et donc, dans ce cas-là, on va considérer qu'il est tiers. Et il va avoir des droits pour m'écrire un nouveau cookie ou éventuellement me lire le cookie qui vont être différents de celui
du site de contenu, donc par exemple de son CMS, qui lui va poser un cookie qui va être lié au domaine que tu es en train de visiter. Si tu visites lemonde.fr, le cookie de ton système de gestion de contenu, il est lié au domaine lemonde.fr et lui, il va toujours être en contexte première partie. Ce qui a été annoncé par les navigateurs, notamment les Américains, c'est la volonté à court terme de dégrader les possibilités d'exploiter des cookies tiers, c'est-à-dire les cookies qui sont le plus souvent des cookies publicitaires. Les cookies première partie, eux, sont pas concernés. Entre autres parce qu'il y a quand même énormément de technologies, comme je le disais en préalable, qui utilisent des cookies première partie, et que si tu commences à virer les cookies première partie, notamment sur beaucoup de sites d'e-commerce ou la personnalisation des pages sur les sites de contenu, tout ça passerait à la trappe. Donc le logique, c'est vraiment d'empêcher des intervenants dans un contexte tiers d'écrire et de lire leurs cookies. Et c'est ça l'impact qu'on va avoir. Donc ça va poser un certain nombre de soucis, notamment de ciblage publicitaire, puisque la publicité, dans 99% des cas, est livrée par des serveurs tiers qui ne sont pas ceux qui diffusent le contenu que tu es en train de regarder. Donc là, ça va avoir un impact. Après, sur la mesure des performances, ça n'aura pas d'impact sur toutes les informations qui sont collectées sur le site pour le compte duquel tu mesures les performances. Par contre, si tu veux mesurer la visibilité d'un bandeau publicitaire, là, tu vas devoir utiliser tes cookies dans un contexte tiers et ça risque d'être effectivement un petit peu plus compliqué. Oui, et tu vas nous dire surtout effectivement comment la publicité digitale va pouvoir se renouveler dans ce cadre. Et une question un petit peu bête, mais si je suis une marque et que je suis... non, je vais me placer côté lecteur. Je suis un lecteur, j'ouvre un journal, il y a une publicité, elle est donc fournie par le journal en question. Alors, on comprend bien que c'est une pub qui lui a donné l'image, mais en tout cas, elle est fournie. Dans le cas du digital, tu es en train de nous dire qu'effectivement, la pub que l'on voit sur le site du Monde, par exemple, elle n'est pas fournie par le Monde, c'est-à-dire c'est pas comme si elle était imprimée par le Monde, c'est ça? Et c'est comme ça que ça se passe en fait? En fait, tu as deux trucs. De toute façon, alors, ça va nous ramener au début de la publicité sur Internet. La publicité, elle a jamais été diffusée par le serveur du Monde parce qu'elle a toujours été diffusée par un logiciel, on va dire, pour faire court, qui s'appelle un ad server et qui est hébergé sur une autre infrastructure que celle du Monde, à part au tout début chez Real Media où j'ai commencé ma carrière, où on installait l'ad server sur le serveur de contenu. Ça, c'est un truc qui se fait plus depuis belle lurette, entre autres parce que c'est trop compliqué à maintenir. C'est une usine à gaz. Donc, que la publicité soit vendue par les équipes du Monde et diffusée sur le site, dans ce cas-là, de toute façon, elle va être servie par un serveur tiers. Après, même si elle est vendue, bien évidemment, par, on va dire, le programmatique au sens large et donc l'univers RTB, là, a fortiori, elle sera diffusée par autre chose que le Monde. Mais c'est rarissime que ce soit le système de gestion de contenu du site qui diffuse lui-même la publicité. C'est valable que tu vois dans des opérations spéciales, du contenu qui va être hébergé sur un site par une marque, des opérations de brand content, des OP un petit peu classieuse et compliquée, du bandeau publicitaire, il est toujours servi de l'extérieur. Ouais, je connais bien ça sur le brand content. Effectivement, dans ces cas-là, on est en exclusivité publicitaire. Et là, c'est effectivement un autre cas. Très bien. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que ces décisions, ou en tout cas cette volonté qui a été affichée par, on va dire, les Américains ou les grandes plateformes, en fait, mettre fin à cette promesse, effectivement, du traçable, qui est quand même la base pour la publicité. C'est-à-dire que quand même, le but d'une publicité, c'est de venir toucher une audience bien précise, une cible. Et ça vient du cookie, ça, quand même, à la base. Alors, il faut dissocier deux trucs. Il y a la mesure de la performance, qui est un sujet, qui, on peut l'évacuer assez rapidement. C'est pas fondamentalement ce qui va souffrir le plus, dans le sens où je le disais tout à l'heure, il va y avoir une difficulté croissante à prendre en compte dans les mécaniques d'attribution ce que l'internaute a pu voir. Mais à partir du moment où il a cliqué, visité le site de l'annonceur, tout ce qu'il peut faire sur le site de l'annonceur, ça, la marque va continuer à le récupérer, entre autres avec des technos, et les algorithmes d'attribution vont continuer de dire, l'internaute, il est venu de telle source à tel endroit, puis de telle source, puis de tel truc, finalement il a acheté, et puis on aura toujours l'historique des points de contact en visite. Ce qui va être plus compliqué, c'est effectivement toute l'utilisation de la donnée à des fins de cibler des campagnes, et toute la logique de partage de données entre les différents intervenants, acheteurs, vendeurs, de manière à cibler la publicité. Ça, tu vas avoir un certain nombre
de limites liées au fait que une bonne partie de tout ça repose sur des cookies tiers, et également les limites juridiques qui vont limiter les transferts de data. Donc là, tu vas avoir une logique déjà de consentement, et puis au-delà du consentement, tu vas avoir le fait que techniquement, ça va devenir effectivement assez compliqué entre tiers de s'échanger de la donnée d'internaute. Ça, j'ai envie de dire que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. D'accord. Et donc d'après toi, ça va être c'est quoi ça se dessine comment ce monde-là avec effectivement de nouvelles règles. C'est quoi les problèmes que ça pose, les problèmes majeurs que ça pose pour le marché publicitaire, pour les annonceurs et puis pour aussi des plateformes comme la tienne. Nous, notre métier principal, c'est l'attribution. Donc là, on va pas avoir énormément de soucis à court terme, mais on a des sujets sur le consentement juridique. Au niveau technique, on n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'implication. Ce que je pense, ça va changer au global pour le marché, c'est quand même majoritairement la capacité à opérer, on va dire, en RTB des campagnes, c'est-à-dire à aller exploiter de la donnée qui, dans certains cas, vient effectivement, on ne sait pas trop d'où, pour aller cibler une campagne pour le compte d'un annonceur en achetant de l'inventaire, souvent à un site qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a toute une logique où, sur les 10 dernières années, on a eu tendance à automatiser au dernier degré l'industrie de l'achat et de la vente d'espace pour en faire une espèce de Nasdaq de la publicité, où là, effectivement, transite beaucoup de choses, et notamment la donnée des consommateurs. Je pense que c'est ça qui va se rationaliser. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Et je pense qu'on va retomber sur des mécaniques où on va pas avoir des mécaniques d'enchères totalement ouvertes entre tous les annonceurs et tous les éditeurs. Alors, des logiques qui seront quand même plus restreintes, plus de deals de vente d'espace de gré à gré, plus de collaboration étroite, je pense, entre des marques médias et des annonceurs. Certainement aussi, je pense que ça va te faire plaisir qu'on parlait de brand content tout à l'heure, mais je pense que le côté bandeau pub, tu vois, un truc comme les vieux 468 par 60, tout ça, je pense que ça va disparaître un petit peu plus vite que ça. Enfin, ça va disparaître relativement vite et on va remplacer ça très probablement par des dispositifs qui seront plus intégrés, avec plus d'interaction entre l'annonceur et la marque média. Et quand il y aura de la data, ça sera plus de la collaboration de data entre deux entités qui ont une relation contractuelle entre elles, typiquement un éditeur, un annonceur, et donc d'une relation qui est en fait plus simple à gérer d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique, parce que tu n'es pas en train de faire de transiter de la data dans tous les sens, mais juste entre un annonceur, un éditeur, et dans un cadre où tu peux informer le consommateur. Ça va quand même changer pas mal de choses sur la manière dont la pub s'est développée sur les 10 dernières années, quoi. Et justement, là, sur ce que tu disais sur le consentement, c'est peut-être intéressant d'en parler parce qu'on voit tous, effectivement, quand on arrive sur un site pour la première fois, ce bandeau qui apparaît, qui est donc obligatoire et qui notamment contient un certain nombre d'informations sur l'utilisation des données personnelles, quand même, non ? Tu parles des bandeaux des CMP ? Oui, absolument. Ouais, bah ça pour le coup, c'est donc on va dire, pour la faire courte, la conséquence du RGPD, et ça permet d'informer le consommateur sur ce qui va se passer et la manière dont cette donnée va être utilisée. Je pense que globalement, c'est plutôt une bonne chose d'avoir plus de transparence. Après, ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne et administre la demande du consentement de la même manière. Finalement, on pourrait résumer le marché en se disant qu'il y a plus ou moins 3 types d'acteurs. Il y a les producteurs de contenu, qu'on peut appeler les médias finalement, les diffuseurs de contenu, c'est-à-dire les plateformes, les opérateurs télécoms et toutes les technologies de diffusion. Mais on voit bien que finalement, ceux qui ont vraiment la main sur l'exploitation des datas, la monétisation des audiences, c'est plutôt les technologies de diffusion, hein, c'est-à-dire les constructeurs de téléphones, les systèmes d'exploitation, les navigateurs web. Est-ce que les médias ont perdu la main et est-ce que, c'est quand je t'écoute, ce qui est en train de se passer n'est pas finalement une chance pour récupérer la main ? Alors ouais, ça je suis d'accord avec toi, je pense qu'effectivement les médias ont perdu la main. Ils n'ont pas saisi, en tout cas les médias français, même les médias étrangers d'ailleurs, au global, ils n'ont pas fait leur transformation digitale assez vite et ils ont laissé passer une opportunité géniale. Après,
je pense que leur chance, c'est qu'effectivement cette opportunité va se représenter, dans le sens où, bon, tu as une bonne partie du contenu sérieux des médias a été remplacé par de l'UGC, du User Generated Content, ce que tu peux trouver un peu partout sur Internet. Ce contenu, on voit clairement que dedans, il y a à boire et à manger. Dedans, il y a du contenu de qualité qui émerge, mais il n'y a pas que ça. Et on a quand même une recherche du consommateur qui va vers une information fiable et un contenu de qualité. Et clairement, l'occasion là, c'est de reprendre la main sur le marché, d'avoir une publicité qui soit plus associée au contenu, qui fait que ça se vend moins au kilo et plus de manière intelligente, impliquant d'une part de la créativité. Je pense que ça va aussi revaloriser les agences de créa. On a quand même de la publicité, on va dire, et pas uniquement sur Internet. Donc moi personnellement, je trouve que on a quand même une créativité qui est très pauvre. Et on a perdu en fait quand même une des logiques de base de la publicité, c'est quand même d'avoir une création qui mette en avant un produit, qui le valorise et qui le valorise dans un contexte, en essayant d'avoir une relation avec ce contexte. Et ça, c'est un truc qui est totalement passé à la trappe, en tout cas sur la pub digitale depuis une vingtaine d'années. Et je pense que ça va revenir. Et là, c'est l'occasion pour les producteurs de contenu de reprendre la main sur le consommateur s'ils arrivent à repartir sur la création de contenu de vraie qualité et de retirer des consommateurs qu'ils n'attiraient pas et puis d'être en rapport de force plus positif avec justement les plateformes de diffusion et puis de refaire revenir aussi des revenus publicitaires en vendant une association, on va dire, classieuse et qui permet une bonne démonstration de produit en association avec une marque média qui fait rêver et un contenu sympa. Et donc là, c'est le moment de ne pas se rater, parce que pour le coup, si les médias ratent cette occasion-là, je suis pas sûr que le train il repasse encore une fois. Mais là, je pense qu'on est dans un contexte où les cartes sont en passe d'être rebattues et il y a moyen d'aller renverser un peu la table. Ouais, on en revient comme assez souvent dans Vcast en fait à la notion quand même de contexte qui est quand même très importante et qui systématiquement dans tous les sujets qu'on aborde en fait revient et même sur ce sujet-là effectivement ça ouvre la possibilité pour les médias de reprendre la main là-dessus. Je suis bien d'accord avec toi. Et en attendant, c'est bien pour le brand content parce que nous on essaie de travailler ça justement le contexte et des messages de qualité. Pour ouvrir un peu la discussion, je trouvais intéressant de te poser cette question. On pourrait dire que ces grands mouvements quand même sur le marché, ça dépasse finalement le simple marché publicitaire parce qu'on voit que même les États s'en mêlent. Quand on voit effectivement la pression qu'ont mise les États-Unis et le président Trump sur TikTok dernièrement, c'est en train de se régler là en ce moment apparemment. Est-ce que finalement toutes ces histoires de data sont pas des histoires de souveraineté en réalité? Et finalement, est-ce que c'est pas la nouvelle guerre froide, la data? C'est-à-dire, est-ce que les Français s'en rendent bien compte de ça? Parce on dit souvent qu'on est un peu en retard là-dessus et qu'on subit du moins. Est-ce que tu penses que voilà, ça dépasse un petit peu la simple question de ce marché publicitaire? Alors ça, je pense que le marché publicitaire, même si on focalise dessus, il est globalement anecdotique par rapport aux enjeux géostratégiques qui peuvent être posés par la data. De toute façon, il y a alors guerre froide. Je suis pas d'accord avec la logique de guerre froide pour une raison assez simple, c'est que au moment de la guerre froide, on savait qui contre qui, le truc était clair, il y avait les rouges et les bleus, et l'Est et l'Ouest. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus complexe, puisque les États, bien évidemment, collectent de la data, à mon avis, pas assez, pas de la bonne manière, etc. Et en tout cas, moins qu'on peut le fantasmer. Beaucoup d'entreprises collectent de la data, y compris les très grosses, qui peuvent avoir des volontés supranationales. Et c'est assez marrant que l'État américain avec TikTok, on pourrait avoir n'importe quel État avec n'importe quel réseau social. Donc on ne sait pas trop qui est contre qui et qui roule pourquoi. Sachant qu'en même temps, je ne vais pas te faire une cours de géopolitique, mais tu as quand même pas mal d'alliances qui sont en train d'exploser et donc tu sais plus trop qui est avec qui. Donc je pense que c'est pas une guerre froide, ça me fait plutôt penser
un tournoi au Moyen-Âge avec 50 mecs chacun pour sa peau, et tu sais pas trop au final ce qui va se passer entre des États qui sont quand même un peu dépassés, d'une part sur la collecte de données, d'autre part sur la protection de leurs citoyens, et d'autre part des entreprises qui, et pas uniquement pour des raisons publicitaires, vont collecter de plus en plus de données sur les citoyens, indépendamment des frontières. Et là, difficile de dire qui va gagner, ni même ce qui a gagné. Après, il y a quand même un point qui, dans toute cette pagaille, parce qu'on peut parler de pagaille, c'est l'événement de l'été qui est un peu passé sous silence, qui est la remise en cause du Privacy Shield. Tu veux bien nous raconter ce que c'est ? Globalement, il y avait un accord entre l'Union européenne et les États-Unis pour encadrer la collecte et notamment l'hébergement de données sur les citoyens européens par les sociétés américaines. Cet accord a été attaqué auprès de la Cour de justice européenne par des Autrichiens et qui a annulé en fait cet accord qui s'appelle le Privacy Shield. Et là, il n'est pas gagné qu'il y ait un nouveau Privacy Shield à court terme, entre autres parce qu'aux US, ce sont les élections et que de toute façon, un accord comme ça met du temps à se négocier. Donc là, on a espèce de petit vide juridique. Et pourquoi les Autrichiens ont attaqué ce bouclier ? C'est un gars qui s'appelle Max Schrems, qui avait déjà fait parler de lui dans le passé et qui a attaqué le Privacy Shield devant la Cour de justice européenne. C'est pas l'État autrichien qui... D'accord, mais parce qu'il voulait qu'il y ait plus de protection Non, parce qu'il trouvait ça honteux que des données concernant les citoyens européens partent aux US. Bon, je te fais la version courte, je suis pas... bien sûr. Pour le coup, je suis pas juriste, mais ça peut avoir un vrai impact sur la logique de souveraineté. Et ça peut être un premier pas d'un État ou d'un groupement d'États, dans le cas de l'Europe, qui dit non, nous, les datas concernant nos citoyens, non, elles restent chez nous, quoi. Et on ne fait pas d'accord avec qui que ce soit pour aller stocker la donnée des citoyens européens. Donc ça peut être interprété aussi comme un mouvement qui peut en appeler d'autres, d'une forme de souveraineté sur la data des citoyens d'un pays ou de l'Europe. Oui, parce que en fait, nos data, elles sont pas du tout stockées là à côté, alors que nos sites, ils sont tous ici, mais c'est ça le problème en fait. Ouais, le problème, c'est que de toute façon, ta donnée, elle peut, notamment avec le cloud maintenant, et puis même avec la manière dont le web dont l'internet est structuré. Ta donnée, elle peut être stockée n'importe où. Enfin, t'as pas de logique, on va dire, géographique et de frontières. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour tous ces éclairages à partir d'un petit cookie. En réalité, on se retrouve à parler géopolitique, mais on se rend bien compte que ces questions, en réalité, de données personnelles et de traces qu'on peut laisser ici ou là sans s'en rendre compte, en fait, posent des questions bien plus larges que le simple marché publicitaire. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci beaucoup, Jérôme. Et à bientôt. À bientôt. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de VCast, le podcast média de Values. En attendant, likez le podcast sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Mettez-nous des étoiles, partagez vos commentaires et vos suggestions pour des prochains thèmes. Ciao.